Des vidéos YouTube, ouais. C'est Brailing qui aurait kiffé là. Il est beau celui-ci. Ça, c'est un petit ULM, ouais. Non, bah là, c'est juste, en fait, c'est pour le fond, quoi. Parce que d'habitude, je suis dans mon canapé derrière la bibliothèque, et là, comme il y a des travaux partout, je me dis que même parler d'avion dans le hangar, ça peut être pas mal. Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 17h18 UTC et aujourd'hui, on va voir comment tracer sa navigation. C'est parti. Alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur comment est-ce qu'on trace sa navigation. Si tu veux en savoir un peu plus sur tout ce qui est route, cap, dérive, etc., je t'invite à consulter les vidéos que j'ai déjà faites ici. Alors une navigation, c'est quoi? Eh bien, c'est de partir d'un point A pour aller à un point B, et tout ça sans se perdre. Alors avec ton automobile, c'est plutôt simple. Tu suis le bitume, tu suis les panneaux, et tu arrives à ta destination. On va voir qu'en aéronautique, c'est un peu différent, et surtout qu'il y a plusieurs méthodes. Donc dans les méthodes qu'on va essentiellement retrouver, il y a d'abord le cheminement, il y a ensuite l'estime, aussi appelée navigation au cap et à la montre, il y a la radionavigation, le GPS, il existe d'autres solutions comme les centrales inertielles, mais on ne va pas forcément les aborder aujourd'hui, on va se concentrer notamment sur le cheminement et l'estime, qui sont les deux méthodes, on va dire, traditionnelles de navigation. Et même si c'est vrai que de nos jours, on a tendance à utiliser plus la radionavigation, voire le GPS, si tu tombes en rade, eh bien, c'est intéressant de savoir naviguer de manière traditionnelle afin d'aller à ta destination. Et on commence tout de suite avec le cheminement. Alors le cheminement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la méthode la plus naturelle pour naviguer. Tu vas suivre un repère au sol, par exemple une voie ferrée, un fleuve, une route, afin de te rendre vers ta destination. Prenons le cas de figure où je souhaite partir de Limoges pour aller à Saint-Junien. Eh bien, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je peux suivre l'autoroute, ou alors suivre la Vienne, ou la voie ferrée. Je dois simplement faire bien attention de partir vers l'ouest pour suivre mon repère du bon côté. Et il faudra également que j'ai une idée de la distance pour savoir pendant à peu près combien de temps je dois suivre mon repère afin d'arriver à Saint-Junien. Quand est-ce qu'on utilise le cheminement? Eh bien, je te donne un exemple. Tu as fait découvrir ta région vue du ciel à des amis. Tu veux rentrer vers le club, vers ta plateforme de destination. Tu sais qu'en suivant tel fleuve, tu vas arriver vers la plateforme. Eh bien, ça, c'est du cheminement. Un autre exemple. Tu pars de ta plateforme, tu veux aller vers une autre plateforme, tu sais qu'en suivant l'autoroute, eh bien, tu vas y arriver, ça c'est du cheminement. Enfin, tu es en vol, la météo se dégrade, tu t'aperçois qu'il faut te dérouter, tu regardes sur ta carte, si tu suis la voie ferrée, tu vois que tu arrives vers une plateforme, eh bien ça c'est également du cheminement. Tu peux faire le choix de naviguer entièrement au cheminement, cependant ce n'est pas toujours le choix le plus judicieux. En effet, bien tout simplement de temps en temps tu n'auras pas un repère au sol suffisant pour pouvoir cheminer jusqu'à ta destination, auquel cas tu pourras passer à un autre repère, mais ce n'est pas toujours le plus évident. Mais de temps en temps ton repère va tout simplement traverser des zones et des espaces aériens que tu ne veux pas survoler. Par exemple une zone PAPA qui est tout simplement interdite, ou alors une CTR qui est déjà une zone à fort trafic aérien. Si en plus on la charge de trafic en transit, eh bien c'est pas l'idéal. Donc si tu peux l'éviter, il faut le faire. C'est donc le moment d'aborder une deuxième méthode de navigation et c'est ce qu'on appelle l'estime. Alors qu'est-ce que la navigation à l'estime? Eh bien le but est de prendre un cap et de le suivre pendant un certain laps de temps afin d'arriver sur un repère qu'on va appeler un point tournant. On va généralement espacer ces repères d'une dizaine de minutes. Ici, supposons que je souhaite partir de Montauban pour aller jusqu'à Saint-Affrique. Eh bien, mon trajet pourrait être le suivant. Au départ de Montauban, j'adopte un cap 90 pendant une dizaine de minutes afin d'apercevoir la ville de Carmaux, qui serait donc mon point tournant. Une fois que je suis à Carmaux, eh bien, j'adopte un cap 120 degrés, là aussi pendant une dizaine de minutes, afin d'arriver à la verticale de Saint-Affrique. J'aurais pu également faire un autre chemin en passant par la verticale de Groslay comme point tournant. Cependant, on le sait, les plateformes sont des zones à fort trafic, donc si on peut éviter de passer à la verticale d'un terrain comme point tournant, c'est mieux. Un autre conseil que je te donne quand on débute, eh bien souvent on a tendance à vouloir aller tout droit vers sa destination, ce qui peut paraître logique, et on a tendance à vouloir définir nos points de navigation, nos points tournants, en fonction de notre ligne droite. Mais au départ, tu peux tout à fait choisir des navigations qui sont beaucoup plus sinueuses, moins droites. Alors effectivement, tu passeras plus de temps en vol, mais ça te permettra d'isoler des points tournants beaucoup plus visibles et de te faciliter ta navigation. Bien évidemment, inutile de préciser que quand tu sélectionnes un repère sur ta carte, pour ta navigation à l'estime, eh bien, il faut que ce repère soit suffisamment conséquent afin que tu ne puisses pas le louper et surtout ne pas te tromper. Ça va ainsi faciliter ta navigation.
Essaye également d'éviter de trop espacer tes points tournants. 7 à 12 minutes, c'est l'idéal. Au-delà, ça multiplie les sources d'erreurs. Trop espacer tes points tournants, eh bien c'est source d'erreur. En effet, on l'a vu dans mes précédentes capsules, mais quand tu vas préparer ta navigation, tu vas estimer une dérive. Cependant, dans les faits, eh bien, tu peux sur- ou sous-estimer cette dérive. Donc si tu n'as pas trop espacé tes points tournants, une erreur de calcul de dérive, normalement, n'a pas de grandes conséquences et tu devrais arriver sur ton point tournant. En revanche, si tes points tournants sont trop espacés, eh bien, une erreur de dérive peut entraîner le fait de manquer son point tournant, de passer à côté. Bien évidemment, tu l'auras compris, c'est 10 minutes d'espacement, ça dépend de la vitesse de ton aéronef. Un avion qui évolue rapidement aura 2 points tournants qui, donc au niveau distance, en termes de nautique, sont plus espacés qu'un avion qui évolue lentement. Les points tournants, ils sont aussi là pour faire une checklist. C'est en effet l'occasion pour toi de comparer le temps estimé par rapport au temps réel, de faire un bilan carburant, de vérifier les instruments, etc. Un point tournant n'est pas toujours affecté à un changement de cap. Tu peux effectivement continuer à garder la même route, le même cap. Cependant, il faut quand même en définir un, puisqu'on l'a vu, c'est l'occasion pour toi de faire une checklist. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser l'estime ? Eh bien, dans la plupart des navigations VFR, quand on n'utilise pas la radio ou le GPS, eh bien, on utilise cette méthode dite de l'estime. Alors, comment tracer ta navigation ? Eh bien, d'abord, il te faut du matériel. La première chose, bien évidemment, il te faut des cartes aéronautiques à jour et qui concernent le secteur dans lequel tu vas évoluer. On ne revient pas dessus, j'ai déjà fait une capsule les concernant. Ensuite, il te faudra des outils. Alors, tu peux utiliser des outils standards comme un compas et une règle, mais je te conseille d'investir dans une règle CRA et un rapporteur de déroutement. C'est des outils spécifiques à l'aéronautique et ils ont des graduations qui peuvent t'aider, notamment avec une graduation en fonction du facteur de base que tu vas employer avec ton aéronef. Enfin, tu as plusieurs écoles. Il y en a qui utilisent du scotch repositionnable. Moi, j'utilise plutôt du feutre. Mais si tu choisis d'utiliser du feutre, dans ce cas-là, je te conseille de prendre des cartes plastifiées et non pas des cartes papier. Même si celles-ci sont légèrement plus cher à l'achat, ça te permettra facilement avec du White Spirit d'enlever les traces de feutre et de pouvoir bien évidemment réutiliser ta carte plusieurs fois. Sache qu'il n'y a pas une seule méthode pour tracer une navigation, mais globalement, je vais te donner quelques clés, quelques principes qui pourront t'aider, quelle que soit la méthode que tu as appris. Tracer une navigation, ça passe par 2 étapes. La première, c'est de tracer sa route, tracer ses branches sans vent. Et la deuxième, c'est de corriger ce tracé avec la déclinaison magnétique et avec le vent, donc par exemple la dérive. Dans cette vidéo qui va déjà être longue, on ne va voir que la première étape, à savoir tracer sa route et choisir sa route sans vent, puisque pour tout ce qui est correction, j'ai déjà fait des capsules les concernant et je t'invite à aller les visionner. Donc j'ai ouvert ma carte à l'endroit de ma navigation et la première chose, c'est de repérer mon point de départ et mon point d'arrivée. Ici, disons que je veux partir de Sarlat pour arriver à Cassagne. Ce qui peut être intéressant, une fois que tu as isolé ton point de départ et ton point d'arrivée, c'est de regarder si tu as des zones à éviter. Pourquoi éviter certaines zones ? Comme on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, tu as parfois des zones interdites de survol, comme les zones PAPA, mais tu peux aussi avoir des CTR ou des TMA qui sont des zones à fort trafic. Et si tu peux éviter de rajouter du trafic en transit, c'est mieux pour tout le monde. Et enfin, tu as peut-être des zones qui ont des hauteurs de survol minimales et que tu ne pourras pas respecter en fonction de la hauteur du plafond nuageux du jour. Alors dans notre cas de figure, ce que je peux voir, c'est qu'on a déjà une petite zone PAPA, mais elle ne devrait pas nous déranger dans notre navigation. On a également des zones Roméo. Alors là, c'est pareil, je devrais pouvoir les éviter facilement. Cependant, je peux aller regarder quand même leur activité, leur plage d'activité sur tout ce qui est NOTAM et SUBAIP. On a également une CTR, qui est la CTR de Rodez. Bon, si tout va bien, je ne devrais pas avoir à l'intégrer. Et on a également des TMA, qui sont les TMA de Clermont. Alors là, je regarde les planchers et je vois que je pourrais éventuellement soit les intégrer si je décide de voler un petit peu haut, ou alors carrément évoluer en dessous. Je regarde également le relief. Alors là, il n'y a rien de significatif. Je constate qu'au plus je me dirige vers ma destination, au plus le relief a tendance à augmenter en termes d'altitude. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Cependant, je n'ai pas réellement de danger de montagne lié au relief. Je peux regarder également des aéroports de déroutement. Le premier, c'est évidemment Sarlat, c'est mon départ. Je peux y retourner en cas de problème, mais je peux avoir également Figeac, Cahors et évidemment aussi ma destination qui est Cassagne. Au niveau de mes repères au sol, je constate que j'ai des grandes villes. J'ai donc Cahors, j'ai la ville de Villefranche, mais j'ai également des voies ferrées, des fleuves qui peuvent me servir en cas de besoin de cheminement. Une fois que tu as fait tout ça, il faut définir un point d'origine de navigation.
un PON, c'est-à-dire à partir de quand ta navigation commence officiellement. On reviendra plus en détail sur ça quand on parlera du log de nav. Ce point d'origine de navigation, ça peut tout simplement être le moment où tu décolles, si tu décolles dans le sens de ton départ en navigation. Tu peux aussi prendre la fin de la vente arrière, si tu décolles à l'opposé de ton sens de navigation, ce qui te fera repasser par une partie de circuit de piste. Tu peux aussi choisir la verticale de ton terrain de départ, donc tu peux décoller, aller faire une verticale et déclarer cette verticale comme point d'origine de navigation, mais tu peux aussi utiliser un autre repère qui se situerait à proximité de ta plateforme de départ, comme une petite ville ou tout autre repère. Si tu utilises ce type de repère, il faudra bien le marquer et le signifier sur ta carte en l'entourant également comme tu l'as fait avec ton point de départ et ton point d'arrivée. J'en profite pour te dire que quand tu fais des ronds ou des rectangles pour tes points tournants sur ta carte, fais-les quand même suffisamment généreusement afin de ne pas cacher les informations importantes données par ta carte. D'une manière générale, moi je te conseille de définir ton point d'origine de navigation le plus proche possible de ton décollage. Évite de trop l'espacer de ton départ. En effet, parce que si tu mets 10 minutes à rejoindre ton point d'origine de navigation, c'est déjà 10 minutes de vol. C'est 10 minutes à prendre en compte dans ton bilan carburant. Donc si tu prends un point d'origine de navigation trop éloigné de ton départ, de ton décollage, il faut bien penser à le prendre en compte dans ton bilan carburant. Et je trouve que moi, ça multiplie les sources d'erreurs. Donc d'une manière générale, j'ai tendance à utiliser soit mon décollage, soit la fin de ma vente arrière. Dans notre cas de figure, disons que notre point d'origine de navigation, c'est notre décollage. Je peux ensuite commencer par tracer ma route, tracer ma navigation. Je te le répète, quand on débute, on a tendance à vouloir aller tout droit vers sa destination. Cependant, ce n'est pas toujours le plus pertinent. Dans notre cas de figure, si je trace donc ma ligne droite vers ma destination, on voit que je peux avoir des difficultés à trouver un point tournant significatif. Alors, je peux utiliser la ville de Villefranche, certes, mais ça me ferait une branche un petit peu longue par rapport à la vitesse de mon aéronef et je risquerais de m'égarer. Je pourrais me dire que je raccourcis mes branches en faisant une première branche Sarlat-Autoroute, autoroute Villefranche et Villefranche-Cassagne. Cependant, l'autoroute n'est pas toujours un point très pertinent puisque c'est facile à suivre. Cependant, ici, si j'ai fait une erreur de calcul dans ma dérive, je pourrais me retrouver peut-être plus au nord ou plus au sud sur l'autoroute sans forcément m'en rendre compte et du coup être faussé pour ma prochaine branche, à savoir autoroute Villefranche. Donc on peut réfléchir à quelque chose de plus pertinent, par exemple un Sarlat, la ville de Cahors, Cahors, Villefranche, Villefranche, Cassagne. L'avantage d'adopter ce tracé, c'est que j'ai également sur ma première branche la voie ferrée, donc je peux m'appuyer un petit peu dessus au cheminement. Ça peut me permettre de me guider et être sûr que je vais bien vers Cahors. Et sur ma deuxième branche, j'ai également la voie ferrée, mais j'ai aussi le fleuve. Je sais que ce fleuve doit rester sur ma gauche, et au moins ça m'évite de partir trop au nord. Alors j'ai maintenant mes points tournants, j'ai ma route, j'ai vérifié que chaque branche correspondait aux 7 à 12 minutes idéales entre deux points tournants. J'ai vérifié ça à l'aide de mon carré de déroutement ou alors de ma règle CRA. En utilisant la bonne échelle par rapport au facteur de base de mon aéronef, je peux maintenant tracer la ligne de temps, mon code temporel, sur ma carte. Ici, le but, c'est de graduer chaque branche avec le temps qui lui est attribué. Alors moi, je gradue toutes les minutes, mais pour éviter de mettre trop d'informations et de surcharger la carte, j'annote le timing toutes les 2 minutes. Certains utilisent un seul chrono pour toute la navigation. Moi, j'ai tendance à chaque point tournant à repartir à 0. Aussi, à l'issue de chaque point tournant, mon code temporel repart à 0. Là encore, pour tracer ça, je le fais pas au hasard, j'utilise mes outils, ma règle CRA ou mon carré de déroutement. Voilà, j'ai maintenant mon code temporel, le code que j'ai basé sur un facteur de base 0,5, parce que disons que c'est le facteur de base de notre aéronef. Ne te fie pas non plus à la réalité de l'échelle, puisque c'est pas évident à travers un écran de faire quelque chose qui soit parfaitement à l'échelle. Ici, le but, c'est que tu comprennes comment ça fonctionne. Maintenant que j'ai tous ces éléments, je vais devoir choisir mon cap. Pour ça, je vais utiliser mon rapporteur, mais comme on l'a dit dans ma précédente capsule, avec mon rapporteur sur ma carte, je vais trouver un or vrai, un cap vrai. Et ici, il me faut un cap magnétique pour adapter la réalité de mon cap à mes instruments. Si je t'ai perdu, je t'invite à regarder ma vidéo concernant la déclinaison magnétique. Donc ici, avec mon rapporteur, je prends mon cap, j'applique ma déclinaison magnétique et je vais indiquer sur ma carte, du coup, mon cap magnétique, qui sera donc le cap que je vais afficher sur mes instruments pour pouvoir suivre ma route. Tu as ton code temporel, tu as le cap à afficher sur tes instruments pour aller dans la bonne direction. Et bien maintenant, tu peux regarder sur chaque branche quelle est l'altitude sécuritaire minimale de vol. C'est une donnée qu'on peut faire apparaître et qu'on doit faire apparaître dans le log de nav, dans le log de navigation, ça on en parlera dans une vidéo dédiée, mais rien ne t'empêche de l'indiquer également sous ton cap afin que tu aies toutes les informations sur ta carte.
On ne va pas tout redétailler ici puisque j'ai fait une vidéo dédiée aux hauteurs minimales de survol. Mais ici, l'objectif, c'est en fait, tu regardes branche par branche, et bien déjà l'altitude du sol, afin que tu puisses respecter les 500 pieds minimales de survol réglementaires. Mais tu vas également regarder sur tes branches si tu n'as pas certains bâtiments spécifiques, certaines villes ou tout autre élément qui nécessiterait réglementairement une hauteur minimale de survol. Voilà, tu as maintenant terminé de tracer ta navigation. Tout ça, c'est des choses que tu peux faire bien avant, plusieurs jours avant ta navigation. En revanche, ce qu'il faudra, c'est que la veille et le jour de ton départ, eh bien, tu ajustes toutes ces données en fonction de la dérive et que tu analyses bien ta météo pour, par exemple, regarder si le plafond nuageux te permet de respecter l'altitude de vol minimale sécuritaire que tu avais définie. Tout ça pour établir un go ou not go. On ne va pas tout redétailler ici puisqu'encore une fois, j'ai fait une série de capsules dédiées spécifiquement à tous ces éléments. Enfin, petite précision, quand tu navigues, l'idéal, bon, il faut s'y habituer, mais c'est de tenir ta carte dans le sens de ta navigation, et non pas dans un sens traditionnel, on va dire, avec le nord en haut et le sud en bas. Ça te permettra de te faciliter la vie lors de ton pilotage et de ta navigation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans ma prochaine vidéo, on parlera de la radionavigation. Et puis d'ici là, je te dis à très bientôt, et porte-toi bien.